En 1982, il y eut une question du SAT que tous les élèves ont ratée. La voici. Dans la figure ci-dessus, le rayon du cercle A est un tiers du rayon du cercle B. À partir de la position montrée, le cercle A roule autour du cercle B. Au bout de combien de révolutions du cercle A, le centre du cercle reviendra-t-il pour la première fois à son point de départ? Est-ce A3,5, B3, C6, D9,5 ou A9? Les questions du SAT sont conçues pour être rapides. Cet examen donnait 30 minutes pour résoudre 25 problèmes, soit environ 1 minute par question. Mettez la vidéo sur pause et essayez. Quelle serait votre réponse? Je vous le dis tout de suite, l'option B, soit 3, n'est pas correcte. Quand j'ai vu ce problème pour la première fois, ma réponse intuitive était B, car la circonférence d'un cercle est simplement 2 πr, et puisque le rayon du cercle B est 3 fois celui du cercle A, la circonférence du cercle B doit aussi être 3 fois celle du cercle A. Logiquement, il faudrait donc 3 rotations complètes du cercle A pour rouler autour du cercle B. Ma réponse était 3. C'est faux, mais les réponses A, C, D et E le sont aussi. La raison pour laquelle personne n'a eu juste à la question 17, c'est que les rédacteurs eux-mêmes se sont trompés. Eux aussi pensaient que la réponse était 3. Ainsi, la bonne réponse ne figurait même pas parmi les options du test. De telles erreurs ne sont pas censées arriver au SAT. Pendant des décennies, c'était l'examen que tous les étudiants devaient passer pour entrer à l'université aux États-Unis. Il avait la réputation de déterminer tout l'avenir des gens. Comme l'indiquait un journal de l'époque, si tu rates ton SAT, tu peux oublier. Ta vie de citoyen productif est finie. C'est terminé, fiston. Sur 300 000 candidats, seuls 3 étudiants ont écrit au College Board, l'organisme qui administre le SAT, pour signaler l'erreur. Sivan Karta, Bruce Taube et Doug Jung-Grace. J'ai fait beaucoup de problèmes de maths quand j'étais jeune. Pour les concours, j'en ai probablement fait des milliers. J'ai lu la question et j'ai été stupéfait de voir à quel point elle était mal formulée. J'ai juste mis 3. Je me suis dit que c'était ce qu'ils attendaient. Les 3 étudiants étaient convaincus qu'aucune des réponses proposées n'était correcte, et leurs lettres le montraient. Comme se rappelait un directeur du service de test, ils n'ont pas dit qu'ils avaient trouvé d'autres réponses que pas impossibles ou que peut-être nous avions tort. Ils ont dit carrément « vous avez tort » et ils l'ont prouvé. J'en ai discuté avec d'autres et j'ai dit « je pense qu'il y a une erreur ». Et la plupart ont répondu « personne n'en a rien à faire ». J'ai écrit une lettre au service des tests éducatifs. Un peu plus tard, ils nous ont appelés et m'ont dit que j'avais raison. Voici leur raisonnement. La version la plus simple de ce problème est celle avec 2 pièces de monnaie identiques. Elles ont exactement la même circonférence. Donc, selon notre logique initiale, cette pièce devrait tourner une seule fois en roulant autour de l'autre. Essayons. D'accord. Mais attendez, on voit qu'elle est déjà à l'endroit au point médian. Donc, si on finit de la faire rouler autour de l'autre pièce, elle aura tourné non pas une, mais 2 fois. Et pourtant, les pièces sont exactement de la même taille. Pas de trucage ici. Vous pouvez essayer vous-même et je vais le refaire lentement. Une fois. 2 fois. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de la rotation des pièces. Ce paradoxe s'applique aussi à la question 17. J'ai fabriqué un modèle à l'échelle du problème. Un conseil utile pour les tests standardisés. Même s'ils disent que leurs images ne sont pas à l'échelle, elles le sont presque toujours. Donc quand nous faisons rouler le cercle A autour du cercle B, on voit qu'il tourne une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois au total. Donc la bonne réponse à cette question est en réalité 4. Encore une fois, le cercle tourne une fois de plus que prévu. Pour comprendre cela, enveloppons ce grand cercle d'un ruban.
et je vais le couper à la même longueur que la circonférence. Puis je vais le coller sur la table en ligne droite. J'ajoute du papier ici, pour qu'il y ait une surface sur laquelle rouler. Et maintenant, il roule une fois, 2, 3 fois. Ce qui se passe quand on transforme ce chemin droit en chemin circulaire, c'est que le cercle A roule sur la longueur de la circonférence tout en tournant autour d'un cercle. La forme même du chemin circulaire fait que le cercle A effectue une rotation supplémentaire pour revenir à son point de départ. C'est donc la solution générale du problème. Trouver le rapport entre les circonférences du cercle B et du cercle A, puis ajouter une rotation pour tenir compte du chemin circulaire parcouru. Mais il existe un moyen d'obtenir correctement 3. Contonne les rotations du cercle A du point de vue du cercle B regardant vers A. On voit que le cercle A tourne 1, 2, 3 fois. Et peu importe de quel cercle on regarde. Pour le cercle A aussi, il tourne 3 fois pour revenir à sa position de départ autour du cercle B. De même, du point de vue des pièces de monnaie, on peut voir que la pièce extérieure ne tourne qu'une seule fois en roulant autour de la pièce intérieure. Utiliser la perspective d'un cercle revient simplement à transformer la circonférence du cercle en ligne droite. C'est seulement en tant qu'observateur externe que nous voyons réellement le cercle extérieur parcourir un chemin circulaire pour revenir à son point de départ, lui donnant une rotation supplémentaire. Mais il existe encore une autre réponse. Si on regarde attentivement la question 17, elle demande combien de révolutions le cercle A effectue en roulant autour du cercle B pour revenir à son point de départ. Or, en astronomie, la définition d'une révolution est précise. C'est une orbite complète autour d'un autre corps. La Terre tourne autour du Soleil, ce qui est différent de sa rotation sur son axe. Donc, selon la définition astronomique d'une révolution, le cercle A ne fait qu'une seule révolution autour du cercle B. Il fait un seul tour. Or, d'autres définitions d'une révolution incluent le mouvement d'un objet tournant sur son propre axe. Donc 1 n'est pas une réponse définitive, mais l'énoncé de cette question est extrêmement ambigu si l'on peut justifier au moins 3 solutions différentes. Après avoir examiné les lettres des étudiants, le College Board admit publiquement son erreur quelques semaines plus tard et annula la question pour tous les candidats. Ils ont dit qu'ils supprimèrent le problème et qu'ils nous appelaient parce qu'ils allaient l'annoncer à la presse et qu'ils pensaient que nous devions être prévenus au cas où les journalistes nous contacteraient. J'ai donné plein d'interviews téléphoniques et NBC News est venu à mon école. Ils ont dit que j'avais raison et qu'ils annulèrent la question, donc c'était super. Mais il y a plus dans l'explication. C'est facile d'avoir une explication intuitive, mais c'est vraiment difficile de démontrer formellement que la réponse est 4. Je peux vous donner quelques preuves, si vous voulez. Eh bien, ce serait formidable. Je pense qu'on apprécierait, c'est sûr. J'ai un tableau blanc parce que je suis mathématicien, donc il se trouve que j'en ai un ici. Attendez. Vous voyez? Oui. Il se trouve que la quantité que le petit cercle tourne est toujours la même que la distance parcourue par son centre. Alors pourquoi est-ce vrai? Supposons que vous ayez une caméra qui pointe toujours vers le centre. Dans votre film, on a l'impression que le centre ne bouge pas. Dans le monde réel, le centre tourne autour du cercle. Disons qu'il se déplace à une vitesse v. Quelle est la vitesse de ce point? C'est 0 et c'est parce qu'il roule sans glisser. S'il avait une composante dans cette direction, ce serait du glissement. Je pense que c'est quelque chose qu'ils auraient dû préciser dans l'énoncé, mais quand on change de référentiel, les vitesses relatives ne changent pas. Dans le film, le centre a toujours une vitesse nulle, donc ce point doit avoir une vitesse égale à moins v. Cela signifie que la vitesse à laquelle ça tourne est la même que la vitesse du centre. Donc, si elles ont toujours la même vitesse, elles doivent parcourir la même distance totale. La distance totale parcourue par cette rotation doit être la même que la distance parcourue par le centre. Dans ce problème, le centre du petit cercle décrit un cercle de rayon 4. Donc la distance totale parcourue par le centre est de 8 pi. Quelle est la rotation totale du petit cercle?
Il tourne 4 fois et sa circonférence est 2π, c'est le même nombre. S'il roule sans glisser, la distance totale parcourue par le centre est la même que la quantité totale qu'il tourne. Et c'est toujours vrai. Prenez un cercle roulant sans glisser sur n'importe quelle surface, d'un polygone à une forme irrégulière, à l'extérieur ou à l'intérieur. La distance parcourue par le centre du cercle est égale à la quantité de rotation du cercle. Il suffit donc de trouver cette distance et de la diviser par la circonférence du cercle pour obtenir combien de rotations il a effectué. Ceci est une solution encore plus générale que notre réponse au paradoxe de la pièce, où nous avons simplement pris notre réponse attendue, que nous appelons n, et ajouté 1, et cela révèle d'où vient ce raccourci. Si un cercle roule continuellement autour d'une forme, le centre du cercle tourne autour de l'extérieur, augmentant sa distance parcourue exactement d'une circonférence du cercle. Ainsi, la distance parcourue par le centre du cercle est simplement le périmètre de la forme plus la circonférence du cercle. Lorsque nous divisons finalement cela par la circonférence du cercle pour obtenir le nombre total de rotations, nous obtenons n plus 1. Si un cercle roule continuellement à l'intérieur d'une forme, la distance parcourue par son centre diminue d'une circonférence du cercle, ce qui donne au total n-1 rotations. Si le cercle roule le long d'une ligne droite, la distance parcourue par le centre du cercle est égale à la longueur de la ligne, qui divisée par la circonférence du cercle est simplement n. Ce principe général va bien au-delà d'une simple curiosité mathématique. En fait, il est essentiel en astronomie pour une mesure précise du temps. Quand nous comptons 365 jours dans une année, 365,24 pour être précis, nous disons que nous comptons simplement combien de rotations la Terre effectue en une orbite autour du Soleil. Mais ce n'est pas si simple, tout ce comptage est fait de votre perspective sur Terre. Pour un observateur externe, il verra la Terre effectuer une rotation supplémentaire pour tenir compte de son trajet circulaire autour du Soleil. Ainsi, alors que nous comptons 365,24 jours dans une année, eux en comptent 366,24. Cela s'appelle une année sidérale. Sidérale signifiant par rapport aux étoiles, là où se trouverait un observateur externe. Mais que devient ce jour supplémentaire ? Un jour solaire normal est le temps nécessaire pour que le Soleil soit de nouveau directement au-dessus de vous sur Terre. Mais la Terre ne fait pas que tourner, elle orbite aussi autour du Soleil en même temps. Ainsi, en une journée solaire de 24 heures, la Terre doit en réalité tourner de plus de 360 degrés pour ramener le Soleil directement au-dessus. Mais l'orbite terrestre est négligeable pour les étoiles lointaines. Pour voir une étoile de nouveau directement au-dessus de vous, la Terre doit simplement tourner exactement de 360 degrés. Ainsi, tandis qu'il faut exactement 24 heures pour que le Soleil soit à nouveau au-dessus de vous, une étoile prend seulement 23 heures, 56 minutes et 4 secondes pour être de nouveau au-dessus de vous. C'est un jour sidéral. Cela explique où va le jour supplémentaire dans l'année sidérale. Si nous commençons un jour solaire et un jour sidéral en même temps, nous les verrions diverger lentement au cours de l'année. Après 6 mois, le jour sidéral aurait 12 heures d'avance sur le jour solaire, ce qui signifierait que midi serait minuit, et il continuerait de se décaler jusqu'à être un jour complet en avance, moment où une nouvelle année et une nouvelle orbite commenceraient. 365,24 jours de 24 heures, chacun sont égaux, à 366,24 jours de 23 heures, 56 minutes et 4 secondes chacun. Il n'a donc aucun sens d'utiliser le temps sidéral sur Terre, car au bout de 6 mois, le jour et la nuit seraient complètement inversés. Mais il est tout aussi inutile d'utiliser le temps solaire pour suivre des objets dans l'espace, car la région que vous observez se décalerait entre, disons, 22 heures un soir et 22 heures le lendemain. Les astronomes utilisent donc le temps sidéral pour leur télescope afin de s'assurer qu'ils observent la même région de l'espace chaque nuit. Et tous les satellites géostationnaires, comme ceux utilisés pour la communication ou la navigation, utilisent un seul le temps sidéral pour garder leurs orbites synchronisées avec la rotation de la Terre. Ainsi, le paradoxe de la pièce explique en fait la différence entre la manière dont nous mesurons le temps sur Terre et celle dont nous le mesurons dans l'univers. La réévaluation du SAT de 1982 n'a pas été que de bonnes nouvelles.
Avec la suppression de la question 17, les scores des étudiants ont été recalculés sans elle, modifiant leur résultat final de 10 points sur 800. Et même si cela ne semble pas beaucoup, certaines universités et bourses utilisent des seuils stricts de scores minimum. Et comme l'a dit un expert en admission, il existe des cas, même si nous ne les considérons pas justifiés, où 10 points peuvent avoir un impact sur les opportunités éducatives d'une personne. Cela ne l'empêchera peut-être pas d'entrer en école de droit, mais cela peut affecter laquelle il pourra fréquenter. Cette erreur n'a pas seulement coûté des points à l'examen, selon le service de test, la réévaluation leur coûterait plus de 100 000 $, une somme prélevée sur les frais des candidats. Le problème du cercle de la question 17 était loin d'être la dernière erreur du SAT. Mais les erreurs sont probablement le moindre de leurs soucis de nos jours. Le SAT est lentement en train de devenir obsolète. Depuis le Covid-19, près de 80% des universités américaines de premier cycle n'exigent plus de tests standardisés. Et cet examen de 1982, eh bien, il ne s'est pas trop mal terminé pour certains. Comment avez-vous fait à votre SAT de maths, si je peux demander? J'ai eu 800. Même avant cela, il était clair que j'allais faire des mathématiques. Je faisais des compétitions de maths. J'aime vraiment les mathématiques. Écrivez-vous encore des questions de maths de nos jours? Il y a quelque temps, j'ai écrit des problèmes pour une compétition de mathématiques. Étiez-vous attentif à la manière dont vous les formuliez? J'espère. J'essayais.